Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière séance de notre séminaire conjoint Institut des Amériques ENS, au terme d'une année qui a été riche en innovations techniques, en particulier la possibilité qui nous a été donnée de nous retrouver une fois par mois pour débattre des grandes questions scientifiques qui animent notre communauté d'américanistes sur des questions extrêmement importantes telles qu'on a pu les voir se dérouler cette année. Alors cette séance est une séance qui se veut innovante puisque pour la première fois dans notre programme, nous avons décidé de la consacrer à la question de la jeune recherche. Vous le savez, c'est un élément extrêmement important dans les activités scientifiques de l'Institut des Amériques. Cette jeune recherche, elle se décline par divers volets, et en particulier par une collection que nous coportons depuis 2012, qui est publiée par les presses universitaires de Rennes, qui s'appelle la Collection des Amériques. J'en profite pour saluer mes partenaires dans cette aventure, Luc Capdevila, Nathalie Dessens, Valérie Robin. Et cette collection, comme vous le devinez, a pour objectif de mettre en valeur des travaux scientifiques de très grande qualité, émanant de jeunes chercheurs qui viennent de soutenir une thèse. Alors, on a imaginé cette année de consacrer une séance à ces travaux particulièrement innovants. Je ne me fais que la porte-parole, puisque la coordinatrice scientifique qui va animer les débats sera Laura Lema Silva. Vous la connaissez très certainement, elle est membre élue du Conseil scientifique de l'Institut des Amériques. Elle est doctorante en études hispano-américaines à l'Université Lumière Lyon 2 et elle travaille sur la Colombie en littérature autour de la question de l'émancipation des Wayuu. Elle a été aussi coordinatrice du pôle Bogota de l'IDEA entre 2015 et 2018 et elle a des activités scientifiques extrêmement nombreuses avec l'Université nationale de Colombie où elle coordonne diverses activités. Et puis, dernier élément important, et je vous invite à le lire, elle vient d'éditer avec Max Erin Torres et Georges Lomné un ouvrage qui s'appelle « Les illusions de l'égalité, métissage, émancipation et multiculturalisme », qui vient d'être publié conjointement par l'Université nationale de Colombie, l'Institut des Amériques et l'Université Gustave Eiffel. Donc, elle était la personne par excellence pour penser, coordonner cette séance. Je vais lui donner la parole, mais avant, nous allons vous présenter un court montage qui vous donne un aperçu de cette collection des Amériques et des derniers volumes qui viennent d'être publiés. Je remercie en la matière très chaleureusement deux personnes un peu invisibles et pourtant extrêmement actives, Luis Miguel Camargo et Louis Augendre, qui nous permettent techniquement de nous retrouver tous les mardis autour de cette séance de séminaire. À vous. Dénoncer un massacre, dénoncer une disparition forcée, dénoncer les stigmatisations sociales, dénoncer l'horreur à travers des images et des récits lors des périodes de terrorisme d'État en Amérique latine, pose des problématiques éthiques des témoignages et des représentations, mais signifie aussi construire une identité résiliente puisque tout témoin est sujet d'une histoire qui change. Voilà l'un des points forts de cet ouvrage, Résilience des images et des récits, qui vient d'apparaître chez Poule. J'ai le plaisir de vous présenter l'ouvrage issu de mes recherches doctorales qui vient de paraître grâce au soutien de l'Institut des Amériques. Il s'agit de l'une des toutes premières études consacrées aux missions catholiques féminines auprès de populations amérindiennes de l'Ouest canadien entre le 19e et le 21e siècle. S'appuyant entre autres sur des témoignages de religieuses désormais retraitées, cet ouvrage, croisant anthropologie historique et comparative, propose d'éclairer les mécanismes qui se jouent lors de cette rencontre entre religieuses et mondes autochtones. Pourquoi
l'Amérique latine, les Incas et les Aztèques et l'astronomie maya vous fascinent. D'ailleurs, qu'en est le mot Amérique latine? Ou encore, d'où vient la mode des vêtements ethniques péruviens et mexicains? À partir de quand la France s'intéresse à ces tissus et à ces formes latino-américains? Si vous souhaitez des réponses, lisez mon ouvrage. Inédit dans ses questionnements, il a vu le jour grâce au prix de l'Institut des Amériques et aux presses universitaires de Rennes qui m'ont aidé à modifier ma thèse en livre, à l'ouvrir sur les relations avec les États-Unis, les artistes surréalistes et bien d'autres encore. Alors, mon livre est une lecture attentive de 7 romans brésiliens contemporains ayant pour cadre des villes d'espaces régionaux différents. C'est donc une façon de découvrir le panorama littéraire du Brésil d'aujourd'hui, mais c'est surtout une façon d'explorer le fait que les fictions offrent des fenêtres sur des expériences subjectives des villes, avec l'invention de langage pour retrouver la mémoire des villes, le sens caché du magma urbain contemporain, et déterrer des éclats d'utopie. Et bienvenue du coup dans cette dernière séance du séminaire IDEA ENS Perspective Transaméricaine. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce séminaire, et donc Hélène Arter, Paul-Henri Giraud et Roland Béard, ainsi que toute l'équipe de l'Institut US Amérique, et en particulier Charlotte Lemerdy et Louis Augendre, avec qui nous travaillons main dans la main autour de la valorisation de nos ouvrages. Alors, cette séance se structure autour de 2 de nos ouvrages de la collection des Amériques des presses universitaires de Rennes et de l'Institut des Amériques. Le premier ouvrage, c'est l'ouvrage intitulé L'Homme-Proie, infortunée prédation dans les sondes boliviennes, publié en 2015 par Laurence Charlier. Le deuxième ouvrage s'intitule Religieuses et Amérindiens, anthropologie d'une rencontre dans l'Ouest canadien, publié en 2020 par Marion Robineau. Je tiens donc très spécialement à remercier nos 2 intervenantes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette séance est double. Il s'agit d'une part de plonger à partir du contenu scientifique des ouvrages dans le processus de fabrication de la recherche. En effet, les 2 livres que vont nous présenter nos intervenantes aujourd'hui sont issus de leur thèse de doctorat. Nous aborderons donc la question du choix du sujet de recherche, la question de l'accès au terrain, des outils méthodologiques, des disciplines retenues pour aborder le sujet, et nous traiterons également de la transformation de la thèse en livre, et bien sûr, il sera question, et peut-être dans la discussion, de l'après, c'est-à-dire des thématiques abordées actuellement par nos 2 intervenantes. D'autre part, il s'agit, à travers de ce parcours autour de la fabrication de la recherche, d'aborder la question de la rencontre. Plus spécifiquement, cette thématique, nous allons la décliner en différents aspects. Il s'agit tout d'abord de la rencontre abordée par Marion Robineau dans son ouvrage Entre religieuses et amérindiens. Il s'agit ensuite de la rencontre qui se fait entre l'intérieur des populations aymaras et leur extérieur, dont traite Laurence Charlier dans son ouvrage. Mais il est possible d'aborder également cette thématique de la rencontre en tant qu'elle se produit aussi entre le chercheur ou la chercheuse en sciences humaines et sociales et les membres des communautés autochtones des Amériques. L'aborder ainsi permet de poser la question de comment cette rencontre peut modifier la manière dont nous produisons la connaissance en sciences humaines et sociales. Alors, avant de revenir sur ces questionnements, je vais présenter nos 2 intervenantes pour leur donner ensuite la parole. Laurence Charlier est maîtresse de conférences en anthropologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Elle a réalisé une thèse en anthropologie sociale et ethnologie de l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Nathan Wachtel et de Gilles Rivière. Ces travaux sont menés dans les sondes méridionales de Bolivie auprès des populations aymaras du Nord Potosí. Après s'être intéressée aux différentes conceptions et pratiques liées à la maladie et l'infortune, elle a travaillé sur les processus de patrimonialisation et plus particulièrement sur la temporalité et sur les rapports aux vestiges. Ces recherches l'ont amenée à mesurer l'importance des pierres dans la vie sociale des membres des communautés aymaras et à entrevoir l'émergence d'une pensée lithique. Elle se consacre aujourd'hui à l'étude des relations que les populations aymaras du Nord Potosí peuvent nouer avec les pierres. Elle pilote un projet de recherche collectif et comparatif intitulé Pierres vivantes, une anthropologie du vivant au prisme des pierres, réunissant 4 anthropologues et 2 archéologues. Marion Robineau est docteure en anthropologie sociale et ethnologie de l'École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux concernent les phénomènes d'adaptation réciproque dans le contexte interculturel des missions d'évangélisation catholique et contribuent à l'étude des mémoires et des congrégations féminines en Amérique du Nord autochtone. Ces réflexions ouvrent sur des sujets variés tels que la construction culturelle du genre féminin, les transferts culturels ou encore les pratiques religieuses et l'identité contemporaine des Amérindiens. Elle est actuellement postdoctorante au LAVEX Aztec, EPHE-PSL au sein du CESOR, EHESS-CNRS
et travaille sur un projet de recherche concernant la transmission des savoirs dans les écoles pensionnats canadiennes. Alors Laurence, je vous donne la parole et puis ensuite ce sera à vous, Marion, de présenter votre ouvrage. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et je remercie très chaleureusement les organisateurs du séminaire et particulièrement Laura Lema avec qui j'ai été en contact. Donc, je la remercie pour cette invitation et qui me donne l'occasion un peu inédite de discuter en fait avec Marion, que je connais par ailleurs puisqu'elle a pu enseigner à Toulouse, à l'Université de Toulouse. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de la retrouver aujourd'hui et de pouvoir faire dialoguer nos deux ouvrages. Alors, je vais revenir un petit peu sur mon parcours académique et puis expliquer comment m'est venu le choix de mon sujet de recherche qui a donné lieu à l'ouvrage L'Homme-Proie. Alors, j'ai commencé en fait mes études d'anthropologie à l'Université de Bordeaux et je travaillais à l'époque sur le thème des rumeurs liées à l'origine des maladies, donc les rumeurs étiologiques. Je m'intéressais en fait aux rumeurs sur l'origine du sida au tout début de mes études, en partie parce que Bordeaux était spécialisé dans le thème de la santé et de la maladie, ce qui m'a amené à travailler là-dessus. Et en fait, le thème des rumeurs a constitué un fil conducteur. C'est par le biais de ces rumeurs que j'ai découvert les travaux de Nathan Wachtel, notamment sur une rumeur qui est une rumeur, la rumeur du preneur de graisse, qu'on peut appeler liquichiri ou cariciri ou sacamanteca en espagnol. Donc, qui est une rumeur qui a été connue au départ comme une rumeur coloniale, puisqu'en fait, c'était les populations indigènes qui accusaient les colons puis les missionnaires d'être des prédateurs de graisse humaine, cette graisse étant prélevée auprès des populations indiennes au moment de la colonisation. Donc, je me suis intéressée à cette rumeur-là et ce qui m'a conduit à découvrir les travaux de manière plus générale de Nathan Wachtel, notamment La vision des vaincus et puis d'autres. Et c'est ainsi que j'ai décidé de continuer en fait, mes études. Et je suis partie donc à l'école des hautes études en sciences sociales pour faire une thèse sous sa direction, et ainsi qu'avec Gilles Rivière, spécialiste également des Andes boliviennes. Donc, mon sujet de départ, c'était donc de travailler sur cette rumeur-là du preneur de graisse humaine. C'est avec ce thème-là que je suis partie donc, en Bolivie pour faire mon terrain et j'ai bénéficié d'une bourse de l'Institut français d'études andines pour réaliser ce terrain. Donc, je suis partie en fait, je suis restée à peu près 4 ans. 4 ans en Bolivie. Alors, je n'ai pas fait 4 ans de terrain à proprement dit, mais j'ai vécu 4 ans là-bas. Et je faisais des séjours environ de 2 mois, en fait, à chaque fois pour faire un terrain. Alors, quel était ce terrain? En fait, j'ai suivi le parcours migratoire de population aymara. Au départ, donc j'ai été dans une communauté qui se trouvait dans une zone périurbaine, à proximité de Cochabamba, plus exactement à Sacaba, à proximité de Sacaba, on va dire, qui est la capitale du Tchaparé. En fait, le Tchaparé est assez connu parce que c'est la zone de colonisation de la feuille de coca. Et elle a été notamment, elle a vu venir, on va dire, des migrants venus du Nord Potosí, puisque en fait, dans les années 80, 1980, le Nord Potosí est une zone minière et les mines ont fermé leurs portes, ce qui a conduit à une migration massive, donc des populations aymara des Hautes-Terres vers la zone du Tchaparé, qui est une zone tropicale humide propice à la culture de la feuille de coca. Donc, ils sont arrivés massivement et c'est comme ça qu'ils ont migré vers le Tchaparé pour cultiver la coca. Donc, moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai commencé par la zone de migration. Et puis, jusqu'à la période, en fait, si je me rappelle bien, des semailles, je crois, et où un jour, donc, l'un des habitants de la communauté m'a dit je retourne dans ma communauté d'origine pour aider mes parents pour les semailles de pommes de terre. Est-ce que tu veux venir avec nous? Et donc, c'est comme ça, en fait, que je les ai accompagnés et que j'ai commencé mes recherches, donc là, dans la région du Nord Potosí, dans une communauté agro-pastorale, donc du Nord Potosí.
Et donc, j'ai alterné comme ça des séjours à peu près de 2 mois au Nord Potosí sur 2 étages écologiques différents, sur les hauts plateaux et dans les vallées, puisqu'en fait, la spécificité de cette population du Nord Potosí, c'est qu'ils cultivent et ils ont aussi un domicile sur 2 étages écologiques, donc sur les hauts plateaux et également dans les vallées, pour varier la production en fait, agricole. Donc, c'est le même territoire, le même Ailou, mais sur 2 étages écologiques différents. Donc, voilà comment mon terrain s'est réalisé finalement entre, je dirais, trois communautés dans la zone de migration, et puis ensuite dans le Nord Potosí, sur les hauts plateaux et dans les vallées. Donc ça, c'est pour le terrain. Pour la langue, donc ce sont des populations, donc comme je l'ai dit, Aymara, mais en fait qui sont devenus dans la deuxième moitié du XXe siècle essentiellement quechua-phones, puis hispanophones. Parce que là, en fait, le quechua est devenu la langue choisie en fait, par mes interlocuteurs comme la langue la plus prestigieuse et la langue choisie pour parler à des étrangers. Le quechua, en fait, est arrivé dans la région du Nord Potosí, donc au XXe siècle, parce que, comme j'ai dit, c'est une zone minière. Et en fait, à un moment, il y a eu un afflux de main-d'œuvre de gens qui venaient de zones où on parlait quechua. Donc, en fait, c'est comme ça que le quechua s'est introduit dans la région et est devenu progressivement une langue prestigieuse, donc choisie pour parler à des étrangers. Donc, c'est en quechua, moi, que j'ai pu communiquer du coup avec les personnes, en quechua et en espagnol. J'avais appris un peu le quechua à l'INALCO, mais bon, très honnêtement, c'était la catastrophe quand je suis arrivée. Et c'est vraiment en faisant un travail en immersion que j'ai pu progressivement parler quechua, mais alors vraiment un quechua très rudimentaire, mais qui suffisait pour que je puisse dire à peu près ce que je voulais, pour que je comprenne grosso modo ce qu'il me disait. Évidemment, c'était pas du tout je parlais pas du tout quechua de manière courante, voilà, loin de là. Voilà pour la langue. Alors, les questions que ça m'a, peut-être sur la méthode, en fait, qui me semble importante là de préciser, en faisant ce travail en immersion, une des premières questions à laquelle j'ai été confrontée, c'est finalement comment neutraliser la prédation de l'ethnologue. Parce que, et je crois que tout ethnologue est confronté à cette question, et en tout cas, mes interlocuteurs m'ont renvoyé à ça, je pense, dès les premiers jours, en me disant, mais toi, tu nous étudies comme des fourmis, et nous, en retour, qu'avons-nous? Donc, en fait, j'ai été mise dans une position d'extraction de données et donc de prédation. Alors, comment on neutralise ça? Alors, je dirais que bon, c'est insoluble et que finalement, il n'y a pas de manière de neutraliser totalement, mais néanmoins, j'ai essayé, moi, d'euphémiser, d'atténuer peut-être un petit peu cette prédation ressentie par mes interlocuteurs, ne serait-ce que alors en participant, c'est la méthode bien connue, l'anthropologie, l'observation participante. Mais plus que la participation, je dirais que c'était en occupant une place vraiment sur le terrain, au sens où je travaillais avec les gens. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'était une communauté, ce sont des communautés agro-pastorales, donc en fait, en travaillant dans les champs avec eux, en allant en réunion, en participant aux décisions, bref, en fait, en vivant au jour le jour avec eux et en partageant toutes les activités, aussi dures soient-elles, mais c'était la moindre des choses. Et le fait d'occuper une place permettait en tout cas de ne pas seulement être considérée, on va dire, comme prédatrice, mais aussi par moments comme quelqu'un qui partageait les mêmes tâches en fait que. Bien sûr, je ne veux absolument pas symétriser, loin de moi, parce que ça serait naïf et puis ça serait injuste dans la mesure où moi, c'était momentané et tout le monde savait très bien qu'ensuite je rentrais en France où je n'avais pas la même vie. Mais néanmoins, voilà, sur le moment, ça me permettait d'atténuer un petit peu l'écart qu'il pouvait y avoir entre ma position, où j'étais vue parfois comme une prédatrice. L'autre point aussi sur lequel je voulais insister, sur la méthode inhérente en fait à l'anthropologie, c'est que, et pour répondre à cette question de la prédation de l'anthropologue, c'est que finalement, au début, on est, tout anthropologue sur le terrain, quand il commence,
ce qui cristallise son attention et sa vigilance, c'est justement de se demander qu'est-ce qu'il fait ici et de se soucier des effets de sa présence, voilà, d'essayer de trouver une légitimité, une validité à ce qu'il fait. Donc, il est assez centré sur lui-même et dans un travail assez introspectif. Et puis, progressivement, son attention va se convertir vers, il y a une attention centrée sur lui, vers une attention vers ses interlocuteurs. Et au lieu de se demander ce qu'il fait ici, il va se demander qu'est-ce qui se passe ici. Donc, il y a vraiment une conversion de qu'est-ce que je fais ici à qu'est-ce qui se passe ici. Et je crois que ça, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Ce qui fait qu'en fait, on quitte un peu cette introspection du début. C'est à la fois le fait de nouer des relations avec les gens, et donc en fait, c'est la qualité de ces relations qui oblige à nous projeter dans le monde social dans lequel en fait on vit. Et au lieu de se centrer sur soi, voilà, on fait attention à ses interlocuteurs. Et puis, c'est aussi la densité des données qu'on commence, voilà, à accumuler, qui nous amène à réfléchir et qui nous oblige en fait à nous décentrer quelque part. Voilà. Et l'autre, j'ai l'impression que je suis un peu longue, peut-être il faut que j'accélère. L'autre point sur la méthode, c'est la méthode inductive, donc qui caractérise tout mon travail, au sens où, mais qui caractérise aussi le travail de Marion. Les données empiriques ne sont pas là pour illustrer des analyses ou des notions qu'on aurait vues, qu'on aurait réalisées a priori. C'est tout l'opposé, en fait, et c'est ça qui caractérise la démarche inductive, c'est-à-dire que c'est vraiment le terrain qui va dicter en fait nos analyses, voire nos concepts. Et comme ça contribuer à ce qu'on puisse vraiment décentrer le regard ou avoir bifurqué le regard. Donc en fait, en gros, on ne sait pas trop on ne sait pas trop où on va, a priori, quand on commence un terrain. Et c'est ce qui autorise à être, je dirais, assez créatif et peut-être au plus près du point de vue justement de nos interlocuteurs. Donc cette démarche inductive, elle est fondamentale. Et c'est vraiment celle-ci qui a guidé ma recherche et qui a guidé qui a contribué en fait aux résultats dont j'ai pu parler dans l'ouvrage. Alors, je vais juste en développer deux ici, même si le développement sera assez bref, mais donc en ayant bien en tête que c'est grâce à cette démarche inductive que j'ai pu parvenir à ces résultats. Le premier, donc c'est un livre qui est consacré en gros à l'infortune, au malheur et aux gestions de ce malheur, donc au Nord Potosí. Et il était assez courant en anthropologie de lire chez les collègues que souvent les remèdes à l'infortune, à la gestion de l'aléatoire, se trouvent dans le rituel et le langage. C'est par ce biais-là, en fait, que les personnes gèrent l'infortune et trouvent des remèdes. Et alors moi, je me suis rendu compte, en partageant des moments intimes et ordinaires, c'est-à-dire des moments qui peuvent parfois sembler insignifiants, donc pas forcément des moments rituels, mais justement vraiment des moments tout à fait triviaux, ordinaires. C'est comme ça que j'ai compris que dans les Andes, le malheur n'était pas exclusivement géré par le rituel et le langage, mais en fait par le contrôle permanent de soi. Et par soi, j'entends en fait la façon de façonner son corps et sa manière de penser. Donc, c'est en travaillant finalement sur la personne que j'ai pu mieux comprendre comment était géré l'aléatoire et l'infortune et le malheur. Alors, rapidement, le corps, façonner son corps, parce qu'en fait, on considère que l'homme est constitué naturellement, d'orifices, en fait, d'ouvertures, qui sont naturellement ouverts. Donc, ces orifices, c'est la bouche, l'anus et le vagin. Et étant naturellement ouvert, eh bien, ça va être à la personne à faire des efforts culturels, pour le coup, pour prendre soin de fermer ces ouvertures. Alors, pourquoi il faut les fermer? Parce qu'elles sont dangereuses, dans la mesure où à la fois elles permettent la sortie de contenu, donc il y a un danger de morcellement,
Et puis parce qu'elles autorisent un trait d'entrée prédatrice, voilà, qui se trouve principalement dans le monde souterrain. Donc en fait, si la personne est ouverte, eh bien, elle court le danger d'être pénétrée, d'être incorporée par diverses entités qui rôdent et qui vont profiter de l'occasion pour dévorer l'âme de la personne. Donc, la fermeture du corps et donc de ces orifices est nécessaire à sa protection et va supposer toute une série de réponses alimentaires, vestimentaires ou comportementales pour fermer ce corps. Il y a plusieurs moyens. Et puis l'autre point, donc, c'est la pensée, apprendre à veiller en tout cas à contrôler ses pensées parce qu'il considère également que le fait en fait de penser, de se souvenir et également de croire, peut-être on en parlera plus tard, mais est une manière d'interpeller des entités aussi, alors des entités non humaines, mais souvent prédatrices, et que donc on va interpeller en fait ces entités prédatrices par le simple fait d'y penser ou de les imaginer. Donc, en fait, si on veut qu'elle ne soit pas présente, si on veut éviter le malheur, en gros, il faut éviter de penser et donc d'être perturbé émotionnellement, voilà, d'être troublé par une émotion. Donc, il faut contrôler en permanence son état émotionnel et ses pensées. Donc, se fermer et contrôler ses pensées, voilà en fait l'idéal de la personne pour se protéger. Voilà, ça c'était le premier point. Et donc l'autre point, effectivement, qui permet de fermer la boucle, puisque c'était au départ mon sujet de départ sur les rumeurs coloniales et les rumeurs de preneurs de Grèce. Et juste que je me suis rendu compte, c'est que en fait, les personnes qui étaient accusées de prendre de la graisse donc dans la communauté où je menais mes recherches, n'était pas forcément... Alors, c'était toujours une personne inconnue, donc étrangère à la communauté, mais en revanche, ce n'était pas forcément un autre conçu sous le domaine du blanc ou du dominateur ou de l'exploiteur. En fait, il ne faut pas... Je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas substantiviser la catégorie de l'autre, mais avoir une approche relationnelle de l'altérité. Et qu'en gros, en fait, l'autre est conçu sur le modèle de l'ennemi, c'est-à-dire celui avec qui on est en conflit, en fait. Et dans la mesure où, au cours de l'histoire, en fait, les différentes sociétés ont pu connaître des conflits différents, eh bien, les accusations de preneurs de graisse humaine ont pu aussi ont pu varier, ce qui montre qu'il ne faut pas avoir d'analyse forcément trop binaire ou bipolaire où le danger serait toujours exogène, puisqu'un voisin, par exemple, peut être accusé d'être un preneur de graisse humaine si en fait il a lui-même un comportement de prédateur, par exemple s'il cherche très concrètement à nous déposséder de notre terrain, ce qui arrive souvent dans les communautés agro-pastorales, eh bien il va être accusé d'être un preneur de graisse humaine. C'est son comportement donc là de prédateur qui le transforme en fait en ennemi et donc en preneur de graisse humaine potentielle. Donc, ça m'a amené à toute une réflexion sur qu'est-ce que l'extérieur, qu'est-ce que l'intérieur, qu'est-ce que l'altérité. Mais je pourrais y revenir plus longuement. Voilà. Donc, pour répondre pour la dernière thématique sur comment transformer une thèse à sa publication, qu'est-ce que je peux... Bon, le premier point, c'est des contraintes en fait éditoriales, mais qui sont en fait qui sont précieuses, qui sont difficiles au début, qui est de diminuer évidemment, voire de diminuer quasiment de moitié la thèse pour la publication. Donc, ça signifie enlever beaucoup de choses. Alors, des répétitions. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de répétitions. Donc, ça, c'était très bien. Mais surtout, beaucoup de précisions qui paraissent trop spécialisées. Alors, trop spécialisées, c'est-à-dire vraiment pas forcément andiniste, mais même spécialiste du Nord Potosí. Et tout ce travail-là n'est pas évident parce que en fait, c'est une série de deuils un peu successifs, dans la mesure où en fait, chaque ligne qu'on écrit, à la fois, elle renvoie à des expériences de terrain. Donc, c'est très difficile en fait, de hiérarchiser en édulcorant et en enlevant des parties parce que c'est à chaque fois des expériences qu'on choisit en fait, de ne pas restituer. Et puis, c'est aussi des fois énormément de travail. On sait que des fois, une note de bas de page, ça peut demander des heures de travail. Et bon, voilà, c'est pas évident des fois de les enlever. Donc, il y a ce premier travail en fait, d'épuration qui oblige à hiérarchiser en fait, les données de manière peut-être un peu moins affective finalement qu'au départ. Et l'autre partie, ce que j'ai essayé de faire pour le livre, c'est de transformer une recherche qui était
très andiniste, en une recherche ou un ouvrage en tout cas plus américaniste. Donc en essayant de proposer des réflexions plus transversales qui fassent dialoguer un peu des problématiques communes entre les hautes terres et les basses terres, et notamment justement avec la notion de prédation, de relation, d'échange, et voilà, de trouver un peu des ponts en tout cas pour faire dialoguer les deux, haute terre et basse terre, et que tout américaniste puisse se sentir un petit peu impliqué par les résultats. Merci beaucoup, Laurence. Merci pour cette présentation et je vous donne donc la parole, Marion, et à vous de présenter votre ouvrage. Merci Laura, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de ce séminaire de me permettre de vous présenter finalement mes recherches de thèse et leur transformation en ouvrage. Je vais suivre à peu près le même cheminement de présentation que Laurence, donc revenir un petit peu sur le choix du sujet, et surtout sur les terrains, sur la façon dont les terrains ont influencé le produit fini, donc qui est cet ouvrage. Tout a débuté en fait durant mes années de licence en histoire à l'université de Poitiers, donc dans l'ouest de la France, foyer important de migration vers l'Amérique du Nord au XVIIe siècle. Un semestre d'enseignement d'histoire moderne était consacré à l'Amérique française. Les grandes découvertes, l'histoire de la navigation, du commerce, de la découverte des terres, mais aussi des hommes, étaient au cœur des problématiques. Et c'est en fait dans le cadre d'un TD sur l'histoire culturelle de l'Amérique française que j'ai eu la possibilité de me plonger dans un monde nouveau, pour ne pas dire dans le nouveau monde, avec un travail sur les guerres iroquoises. Et pour cette première recherche sur l'altérité nord-amérindienne, le livre de Roland Viau, Enfant du néant et mangeur d'âme, s'est inévitablement retrouvé entre mes mains et a été pour moi vraiment révélateur. C'est tout un nouveau pan des sciences sociales qui s'est alors ouvert à moi. Des sciences sociales qui étaient alors tournées vers l'ethnohistoire et l'anthropologie, mais surtout une prise de conscience d'une nécessaire pluridisciplinarité pour aborder ce vaste champ de recherche que constituent donc les communautés autochtones nord-amérindiennes. C'est à partir de cette rencontre, donc entre histoire et ethnographie, que j'ai poursuivi mes recherches en master puis en doctorat, donc à l'EHESS, et qui ont abouti à l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui, que je soumets à discussion ce jour. Cette recherche se veut donc être une anthropologie historiquement située et culturellement comparative. L'objet central donc est l'étude des interactions entre missionnaires et missionnés à travers les mémoires vécues et remémorées. De cette situation interactionnelle dans le contexte des missions, véritable laboratoire d'expérience de la rencontre avec l'autre, j'ai principalement souhaité interroger les processus d'adaptation à l'altérité. Et dans une ouverture avec le thème du genre en filigrane constant, je propose également de concevoir le contexte d'émission comme opérant pour mettre en lumière une construction du genre féminin culturellement située. Pour résumer, je vous rappelle les principales interrogations qui ont guidé cette recherche. Donc, comment le contexte d'émission catholique peut être un terrain propice pour l'étude de la mise en confrontation de deux cultures qui s'y rencontrent? Comment se constitue de part et d'autre le rapport à l'altérité? De quelle façon ces rapports induisent adaptation et appropriation de la culture de l'autre? Et enfin, comment cette mise en confrontation met en exergue un genre féminin culturellement construit? Pour mener donc à bien cette recherche, j'ai entrepris plusieurs enquêtes de terrain au Canada entre 2012 et 2015, des séjours de quelques semaines, entre 4 semaines et 7 semaines, chaque été. Tout d'abord, en 2012, un premier terrain qui était plutôt un terrain, on va dire, exploratoire, plutôt qu'ethnographique à proprement parler, puisque je débutais réellement cette recherche et il me semblait nécessaire de me rendre sur place pour voir dans quelle mesure il était possible d'avoir accès aux informations recherchées et tout simplement dans quelle mesure il était possible de prendre des contacts et de rencontrer des religieuses missionnaires, mais aussi des personnes issues des Premières Nations. J'ai donc traversé le pays d'est en ouest avec plusieurs étapes intermédiaires et entre institutions muséales et centres archivistiques, le champ des possibilités commençait progressivement à s'entrouvrir. Ce sont les archivistes des congrégations religieuses qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, si je puis dire, puisqu'ils m'ont ouvert leurs portes et m'ont aidé dans la prise de contact avec des religieuses retraitées qui avaient été envoyées en mission au sein de leur propre pays, donc auprès des populations autochtones. C'est comme ça que j'ai commencé ma recherche par le premier volet, et les volets, on va dire, religieuses missionnaires, puisque mes premiers contacts étaient des religieuses retraitées.
L'année suivante, donc en 2013, je repartais au Canada et j'avais plusieurs rencontres programmées avec des religieuses qui m'attendaient à travers tout le pays, du Québec à la Colombie-Britannique. L'un des premiers grands défis de cette recherche était en effet de trouver des femmes missionnaires qui acceptaient de me livrer leurs témoignages, et ce, malgré la thématique problématique des écoles résidentielles qui ne pouvaient être évitées. Acceptant de se concentrer sur leurs anecdotes de vie en mission au cœur des communautés autochtones, ce sont finalement 18 religieuses qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de dépasser ce sujet sensible des écoles-pensionnats pour se remémorer l'interaction vécue. On pourra peut-être revenir sur le sujet des écoles-pensionnats au cours de la discussion. Les narrations, en fait, qui m'ont été offertes par mes interlocutrices se limitent vraiment aux anecdotes et aux récits de vie et de confrontation culturelle, puisque l'accès aux informations personnelles et intimes m'ont été refusés dans le cas des archives et les questions ont été totalement éludées lors des entretiens. Les témoignages recueillis se composent alors essentiellement de paroles à propos de l'autre, de l'Amérindien, mais aussi quelques propos au sujet du féminin en mission. La parole des religieuses est rare et restreinte. Il y a peu d'occasions pour elles d'offrir leur propre témoignage, et l'une de mes informatrices me disait en se félicitant de pouvoir me parler, et je la cite. Dans notre communauté religieuse maintenant, s'ils me demandent conseil, s'ils me demandent quelque chose, ils vont m'écouter. Parce que moi, je suis unique. Les relations, sous-entendues avec les femmes, ça a changé. L'Église n'en cause pas de ça. Elle a des pas à faire. Mais ça s'en vient tout de même, ça s'en vient. Tu sais, moi, je me dis, vois l'élection du pape. As-tu vu beaucoup de femmes autour? Et puis, je dis toujours, l'Église a besoin d'un père, puis d'une mère. Le côté féminin, il a besoin d'être développé dans l'Église. Désormais, il y a beaucoup plus de femmes qui parlent, et pour les sœurs, le respect est beaucoup plus grand. Elle poursuit ensuite en parlant des papes successifs ces dernières décennies. Tu sais, on a eu des hommes, mais on ne peut pas dire que la femme a beaucoup de place quand même. On se bat pour avoir une place, partout. Donc, donner la parole à ces femmes religieuses et missionnaires, c'était en fait leur donner une place, leur donner l'occasion de s'exprimer de leurs propres mots au sujet de leurs expériences vécues. Une occasion de s'exprimer avant qu'elles ne s'éteignent, car les religieuses que j'ai rencontrées étaient toutes très âgées. La moyenne d'âge était à ce moment-là de 70-75 ans. Et elles avaient déjà perdu un bon nombre de leurs compagnes. Le recueil de leurs témoignages se constituait ainsi dans une forme d'ethnographie d'urgence, avec pour toile de fond une situation démographique très préoccupante. À chaque fois également, les rencontres étaient couplées avec des recherches dans les archives des congrégations, dans l'objectif de recueillir des données relatives essentiellement aux lieux de mission qui étaient évoqués dans les entretiens, pour me permettre comme ça de contextualiser vraiment au mieux les narrations de la rencontre qu'elle me rapportait. Le second grand défi, donc cette fois dans le versant nord-amérindien de la recherche, était de jongler avec les concepts anthropologiques, les ethnographies classiques, et aussi, et ce qui était sans doute le plus complexe, c'était de recueillir les témoignages des individualités composantes des populations autochtones, en essayant ici aussi de dépasser la douloureuse thématique des écoles résidentielles. Donc cette seconde étape de la recherche a débuté en 2014 et s'est poursuivie en 2015. Et dès lors, je me suis vraiment focalisée sur la province de l'Alberta. Tout d'abord l'Alberta parce que c'est dans cette province que j'avais enfin réussi à trouver des contacts, qui plus est un couple de retraités qui acceptaient de me recevoir chez eux durant quelques jours. Une telle invitation est assez rare en Amérique du Nord autochtone et il ne fallait surtout pas laisser passer cette occasion. Et grâce à cette invitation, il m'était possible de passer plusieurs jours donc dans une réserve au sein de laquelle plusieurs religieuses que j'avais rencontrées les années précédentes avaient travaillé dans les années 1950 et 1960. C'était vraiment une occasion idéale pour confronter les discours et les mémoires, une occasion vraiment inespérée. Je ne pouvais presque pas en rêver autant avant de débuter la recherche. Ensuite, l'Alberta, puisqu'il s'agit aussi d'une province dont l'histoire est vraiment intimement liée aux missions et où chaque année, chaque été, se déroule un grand pèlerinage autochtone en l'honneur de Sainte-Anne, auquel j'ai eu l'occasion d'assister en 2014. De la même façon que pour le volet religieuse, ces séjours sur le terrain, donc au plus près des communautés autochtones, ont été complétés par de nombreuses journées dans les centres d'archives, essentiellement dans les archives provinciales de l'Alberta à Edmonton et dans les archives du musée Glenbow à Calgary.
et ceci dans l'objectif de contextualiser au mieux toujours les narrations qui m'étaient offertes par mes interlocuteurs, et saisir aussi, à travers les nombreuses données ethnographiques conservées, les particularités des communautés autochtones des prairies et du subarctique. Je considère en fait les archives écrites comme un moyen de contextualiser, mais aussi de prendre de la distance avec les propos de mes interlocuteurs, qui me permet de repositionner ces propos dans un contexte à la fois historique, géographique, politique et culturel, et inscrire ainsi la parole dans un tout. Ça me permet de ne pas rester totalement focalisé sur la parole, sur les mots, au risque d'extrapoler et de dénaturer un petit peu le propos d'interlocuteur, mais au contraire de mettre vraiment en valeur cette parole. C'est un peu le principe de la démarche ethno-historique à l'envers. Il s'agit de faire parler les sources, ici en considérant le discours comme une source à part entière qu'il faut faire parler, c'est-à-dire qu'il faut faire ressortir son plein potentiel, le développer, le contextualiser. Et pour cela, les archives, les sources textuelles, cette fois-ci, sont à mon sens indispensables. Dans le versant de mes recherches, donc du côté autochtone, pour nos échanges, l'idée principale était également de leur donner la parole. Leur donner la parole donc au sujet de ce contexte de rencontre et de confrontation à l'altérité constitué par l'Église catholique et ses missionnaires. Pour ce faire, il me fallait en faire des acteurs de la rencontre. Il n'y a absolument rien de nouveau dans cet objectif, puisque depuis des décennies maintenant, les études postcoloniales et d'acculturation sont vraiment attachées à faire des populations colonisées des acteurs actifs de la rencontre interculturelle et non pas de simples victimes de la colonisation. Mais le trait particulier de cette recherche, me semble-t-il, est vraiment d'analyser les processus internes qui sont mis en œuvre dans cette rencontre à l'autre et à l'altérité quelle qu'elle soit. En s'attachant non seulement aux mémoires, mais également aux nomenclatures de parenté, aux règles d'alliance, ainsi qu'au système religieux, au pluriel. Il s'agissait donc de mettre à jour un complexe d'incorporation, un système ontologique, un complexe d'incorporation, d'adoption et d'appropriation de l'extériorité, dont la distinction entre les sexes serait le moteur. De plus, outre la dimension mémorielle du temps d'émission, les témoignages que j'ai recueillis m'ont aussi permis de saisir pour part la situation actuelle des mondes autochtones, entre résilience et force d'adaptation. Et c'est à partir de ces enquêtes de terrain, donc dans les communautés autochtones, et par le recueil de témoignages, que la recherche en fait a pris un nouveau tournant. Et là, je rejoins exactement ce que disait Laurence tout à l'heure. Le terrain induit la recherche. Les enquêtes de terrain ont été pour moi véritablement significatives, tout d'abord sur le point de vue personnel, quand on est une jeune chercheure de 23 ans, de telles expériences, ça marque forcément, mais aussi sur le plan plus formel et plus académique, puisque ce sont ces expériences de terrain qui m'ont permis d'acquérir une véritable conscience anthropologique, si je puis dire. Le thème d'émission en tant que tel nécessitait de fait de porter l'attention sur ces problématiques de la diversité et de la confrontation de cultures, mais grâce aux rencontres que j'ai pu avoir sur le terrain, il m'a été possible de concevoir qu'il ne s'agissait pas uniquement, ou tout du moins pas simplement, d'un choc interculturel dans un contexte colonial, mais bien plus. Il s'agissait de processus d'interaction, au pluriel, des interactions entre individus, entre cultures, ayant chacune tout d'abord leur mode de vie, mais aussi leur propre système de pensée, une façon d'être au monde, un regard porté qui n'est pas celui de l'autre et qui est caractéristique de la culture en question. Ainsi, en interrogeant les religieuses missionnaires et les autochtones canadiens, il m'a été donné à voir deux mondes réellement distincts, qui se trouvaient en contact dans un procédé historique, mais une histoire qui n'est pas sans conséquence sur la situation actuelle, contemporaine. Et c'est ainsi en fait que plusieurs points qui n'étaient pas prévus au programme de recherche initial qui sont finalement retrouvés. Et c'est tout le dernier chapitre de l'ouvrage, en fait, le chapitre 7, intitulé « Réappropriation autochtone », au pluriel, qui n'était initialement pas prévu. Ce dernier chapitre s'éloigne quelque peu des chapitres précédents, qui sont un peu plus théoriques, un peu plus basés sur des concepts anthropologiques, ou plus exactement, plutôt qu'il s'en éloigne, il les réactualise, ces chapitres précédents. Il les prolonge à travers l'étude des processus de la revitalisation contemporaine de la culture autochtone nord-amérindienne. Les discours de mes informateurs ne cessaient de revenir sur l'épineuse question des écoles-pensionnats, donc ces établissements symboles de l'assimilation forcée dont les populations autochtones ont été l'objet durant plusieurs décennies. Mais plutôt que de se positionner comme victimes,
Alors même qu'ils avaient tous été anciens élèves dans ces structures, dans ces établissements scolaires, la plupart de mes interlocuteurs ont souhaité, lors de nos échanges, mettre en avant tant la continuité culturelle que le renouveau identitaire et culturel qui se joue actuellement, même si c'est le cas depuis plusieurs décennies maintenant. Il me fallait alors prendre en compte cela et naturellement inclure ces discours dans mes recherches. Et c'est alors que je me suis penchée sur les thèmes de la réappropriation de la mémoire d'un temps de mission et du renouveau. Un renouveau spirituel caractérisé entre autres par des pratiques relevant d'un palindianisme à l'échelle du sous-continent américain, mais aussi renouveau des pratiques artistiques et artisanales. Tous ces thèmes du renouveau, en fait, s'ancrent vraiment dans l'histoire nord-amérindienne et prennent corps en réaction aux décennies d'assimilation mises en œuvre, entre autres, par les missionnaires. En me focalisant donc sur ces pratiques contemporaines, je me suis aperçue que là encore, masculin et féminin, dans une formule de complémentarité, jouaient un rôle opérationnel pour la redéfinition, la réappropriation de la culture autochtone, réactualisant en fait ainsi le modèle d'adaptation que j'ai décrit dans les chapitres précédents. Ainsi, en fait, il m'aurait été possible d'écrire l'ouvrage à l'envers, de débuter par ces considérations contemporaines et de remonter ensuite le fil des mémoires et des missions. Pourtant, je n'ai pas fait ce choix pour permettre aux lecteurs, à un plus grand public, à un public très spécialisé, pour leur permettre de pénétrer dans ce champ de recherche à partir tout d'abord d'une présentation des acteurs de la rencontre en question, les religieuses d'une part, les mondes autochtones des prairies et du subarctique d'autre part. Puisque l'objectif central du propos était donc de mettre en évidence les processus d'adaptation mis en œuvre lors de ces expériences de rencontre dans une perspective comparative. J'ai donc opté pour un déroulement qui me semblait le plus intuitif pour le lecteur, du général au particulier, alternant chapitres consacrés aux religieuses et chapitres consacrés aux mondes autochtones, afin de mettre en évidence donc au mieux parallélisme et comparaison, et également en suivant une certaine forme de chronologie représentative de l'histoire de ces rencontres entre femmes missionnaires et populations autochtones. Je vais conclure en 2 mots sur les défis relatifs à transformer cette thèse en ouvrage. Comme je l'évoquais, j'ai vraiment souhaité rendre accessible mon propos au plus grand nombre. C'était déjà un point qui me tenait à cœur dans la thèse, mais encore plus pour la version publiée. En effet, j'ai conçu cet ouvrage comme un véritable aboutissement, clôturant mes années de doctorat. L'ouvrage représente pour moi en quelque sorte le produit fini de ces années et surtout celui qu'il m'a été possible d'envoyer à mes informateurs et à mes informatrices un moindre retour au regard de tout ce qui m'a été, tout ce qu'ils, eux, m'ont apporté. Mais pour que l'ouvrage donc atteigne ce but, celui d'un retour et qu'il soit accessible à un lectorat non familier des questions abordées, il me fallait, comme le disait Laurence, alléger, réduire, couper dans le texte de la thèse et sans pour autant atténuer la trame principale. J'ai donc pour cela supprimé la plupart des considérations un petit peu techniques, relevant d'une démarche anthropologique trop spécialisée, outre un chapitre sur la parenté qui, je l'admets, reste quand même assez technique. Mais j'ai également supprimé des parties un petit peu périphériques, celles qui, bien que reliées au propos, proposent en fait un pas de côté, une ouverture. Et ces sections périphériques sont actuellement maintenant retravaillées progressivement pour être publiées dans le format de l'article scientifique. Ainsi, en fait, si j'ai pensé l'ouvrage comme un aboutissement des recherches de thèse, le produit fini, comme je l'évoquais, il n'est en réalité que le début de toute autre chose, puisqu'il est désormais temps pour moi de tirer progressivement les multiples ficelles mises au jour dans la thèse et qui, malgré tout, se retrouvent quand même en filigrane dans les pages de cet ouvrage. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci Marion, merci Laurence. Donc merci beaucoup pour ces présentations riches et intéressantes qui nous permettent de plonger dans la manière de construire un sujet de recherche, de l'aborder par l'intermédiaire des outils méthodologiques et disciplinaires, mais aussi à travers l'enquête de terrain et l'interlocution avec les religieuses et les communautés autochtones. Et c'est justement sur ce dernier point que j'aimerais lancer la discussion. C'est-à-dire que dans votre présentation et dans votre ouvrage, ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est le fait que la méthode de l'enquête vous a permis de complexifier, d'une part, la question de la rencontre qui se joue entre les communautés amérindiennes et l'extérieur, et d'autre part, vous a permis de complexifier la question de l'agir ou de la capacité d'action des communautés.
Et c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement et que j'aborde également dans mes propres recherches doctorales, c'est-à-dire que, comme l'a dit Hélène Arter, je travaille sur la littérature wadou contemporaine et c'est une littérature écrite en écriture alphabétique conventionnelle et en espagnol. Et même si ce n'est pas une thèse en anthropologie, et je dirais que l'une des choses qui m'a le plus permis d'avancer, c'est justement cette rencontre que j'ai eue avec les écrivains et écrivaines wadou et avec les autorités politiques et spirituelles de la communauté. Et en particulier, cette rencontre m'a permis d'aller au-delà d'une lecture de leur littérature et qui se réduirait, et, disons, à une expression de la résistance vis-à-vis du fait colonial latino-américain et de la penser plutôt comme un espace où s'exprime une pensée qui rend acte de la capacité émancipatrice en quelque sorte, ou au moins de la capacité de réexistence ou de récréation de l'identité ethnique et donc de cette capacité émancipatrice finalement des structures de connaissance wadou. Et en particulier, j'ai pu me rendre compte au cours de mes échanges avec les écrivains qu'ils sont la force de transmettre la parole d'origine de la communauté et les structures de connaissances qui la fondent et en écriture alphabétique, alors que c'est une société avec une forte tradition orale et en espagnol, donc en écriture alphabétique et en espagnol. Et l'usage de l'espagnol, en ce sens, est beaucoup plus, disons, que l'adoption d'une langue dominante qu'on adopterait de manière voilà, c'est aussi la transformation de cette langue majoritaire. Et c'est aussi le fait de la rendre, et de la transformer, de la réadapter, non, au contexte wadou. J'aimerais donc qu'on discute peut-être un peu plus autour de la manière dont votre approche, disons, et vous parliez, et Laurence, de cette méthode inductive, et donc de votre approche à chacune a permis de donner cette parole à vos interlocuteurs, que ce soit les Amérindiens ou les religieuses, pour vous, Marion, et de lire donc finalement avec plus complexité le moment de la rencontre donc coloniale, mais également l'histoire en quelque sorte postcoloniale des Amériques. Voilà, je ne sais pas laquelle de vous veut commencer. Peut-être je peux continuer sur ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivée donc, en fait, en Bolivie avec une image assez préconçue de ce que pouvait être la rumeur coloniale donc, du Liquichiri, longtemps décrite, enfin principalement décrite par les anthropologues et les historiens comme une rumeur coloniale où le prédateur, c'est la figure de l'hôte, c'est-à-dire du blanc, du colon, puis du missionnaire, et par extension en fait de tous ceux qui sont dans des rapports de pouvoir et d'exploitation vis-à-vis des sociétés indigènes en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu largement nuancer en fait ce constat-là en m'interrogeant, je dirais tout simplement, enfin pas tout simplement, mais sur les conceptions de l'altérité et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une catégorie sociale peut être désignée comme autre au sens de différent, justement. Quels sont en fait les processus d'altérisation, quelque part. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que loin d'avoir disons que la lecture essentialiste, qui fait qu'on donne un attribut, par exemple, ou on associe un comportement à une origine, elle était ici pas opérante dans la mesure où, comme je l'ai indiqué, c'est le comportement relationnel d'une personne qui la transforme en autre et donc en ennemi et donc en prédateur potentiel. Je vous donne un exemple qui est assez anecdotique mais en même temps qui est hyper illustratif. J'avais rencontré un peu par hasard à Cochabamba, donc en dehors là, de mes terrains, un Nord-Américain. Voilà, on était en terrasse, on buvait, je ne sais plus, un café ou une bière, peu importe. Et voilà, on était plusieurs à discuter et puis il raconte le fait que lui était il travaillait pour l'ONG Cuerpo de Paz. Et que donc il avait été missionné dans une communauté du Nord Potosí également, assez isolée, dans une communauté vraiment très isolée, des vallées du Nord Potosí. Et or, cette personne donc nord-américaine, enfin états-unienne, ne parlait ni quechua mais ni espagnol. Donc, en fait, très concrètement, il était dans la communauté ne pouvant pas parler avec les gens, ne pouvant pas échanger. Et il était passionné d'ornithologie. Donc, en fait, ce qu'il faisait à longueur de temps, c'est de se déplacer dans la communauté avec des livres pour essayer d'identifier les oiseaux.
Alors ça a suscité en fait une grande méfiance vis-à-vis des gens qui se demandaient en fait, mais enfin, que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les raisons? On ne comprend pas, sûrement il nous espionne. Et on commençait à imaginer en fait des raisons beaucoup plus rationnelles à sa présence, et forcément c'était de l'espionnage. Et jusqu'à ce que quelqu'un ait la gentillesse de venir le voir en lui disant, écoute, voilà, dans la communauté, on pense que tu es un liquide chéri, donc un preneur de graisse humaine. Il faut que tu t'en ailles tout de suite parce que sinon tu risques fort d'être lynché et tué, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des personnes soupçonnées et accusées d'être des liquides chéris et qui ont été tuées. Donc, le prévient et lui s'en va, donc fuit presque quasiment de la communauté. Et là, il a l'intelligence d'écrire à Cuerpo de Paz qui lui renvoie une lettre en disant, bon voilà, nous certifions que l'ONG n'emploie pas de liquide chéri, n'emploie pas, donc nous certifions qu'un tel n'est pas un liquide chéri, puisqu'il n'y a pas de liquide chéri dans notre ONG. Seyo, enfin le tampon, bref, tout est officialisé. Il revient dans la communauté avec la lettre. Et là, les gens, ok, pas de problème, du coup, bon, tu peux continuer. Alors, mais cet exemple, il est génial parce qu'il montre bien qu'en fait, là, c'est pas son origine, c'est pas le fait qu'il soit blanc, qu'il soit états-unien qui a en fait qui a suscité le soupçon et voire l'accusation de prédation. C'est bien son comportement, le fait de ne pas pouvoir échanger, de ne pas connaître la langue, de ne cesser de se déplacer à pied, avec des livres, en autant. Donc, c'est le comportement, je dirais, relationnel ici prédateur, qui transforme donc l'autre en ennemi. Et donc, au cours de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est de se rencontrer les différentes figures, justement, de catégories ou de personnes qui ont pu avoir des comportements prédateurs. Donc, évidemment, les colons, on les trouve, les missionnaires, tout un tas de figures classiques, mais pas que. Et par exemple, dans la région où je travaille, le foyer de Likichiri, donc de preneurs de graisse humaine, c'est l'autre Aïlou. Donc l'Aïlou, c'est le lignage, en Nord Potosí. L'Aïlou ennemi contre lequel les gens ont été en conflit et en guerre dans les années 1940. Donc, on voit bien, là, ce sont aussi des Aymara, et c'est eux, les foyers des Likichiri, parce que là, c'est la guerre qui fait qu'ils ont été considérés comme des preneurs de graisse humaine. Donc, voilà, ça permet de ne pas substantialiser la question de l'altérité, et ça, je trouve que c'est important, notamment pour réfléchir de manière comparative aux différentes figures de prédation, d'extraction, et de montrer aussi que justement ce comportement-là n'est pas forcément exogène, n'est pas forcément un attribut de l'extérieur. Il peut venir aussi de l'intérieur. Voilà. Super, merci Laurence. Donc cette insistance sur la relation, moi je la trouve extrêmement intéressante en fait. Marion, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose également. Oui, c'est vrai que cette question de complexifier le thème de la rencontre, on part forcément sur le terrain avec des a priori, avec un bagage de lecture qui en fait vole en éclats une fois qu'on arrive sur le terrain la plupart du temps, et c'est ça qui c'est aussi la magie du terrain. Et moi, ce qui m'a frappé en fait, c'est à quel point les questions des interactions individuelles entre sœurs ou entre missionnaires au sens large et individus autochtones pouvaient varier. C'est-à-dire qu'on dit souvent que, beaucoup d'autochtones m'ont dit, mais moi en fait, j'en veux pas particulièrement par rapport à l'histoire qui est quand même assez lourde et coloniale, j'en veux pas particulièrement à tel prêtre ou particulièrement à telle sœur. Ce que j'en veux, c'est un système, et ce que j'en veux, c'est à l'Église. Il y a tout un jeu, des interactions individuelles qui se créent avec le temps, qui sont quand même assez... qui là permettent vraiment de complexifier les rapports, et on rentre dans du détail et du rapport humain qui est même pas facile à retranscrire, nous, en tant que chercheurs, que ce soit dans un ouvrage, dans une thèse ou quoi que ce soit. C'est vraiment... là, on rentre dans le cœur de la production de la recherche, qui est complexe aussi à rendre. Un exemple, par exemple, une sœur qui avait passé toute sa vie à travailler dans une école, donc à essayer d'apprendre aux jeunes enfants à parler l'anglais, de ne pas trop leur faire parler leur langue vernaculaire. Elle y a passé une trentaine d'années dans cette réserve, donc à Salt Lake, en Alberta. Et finalement, elle a été complètement adoptée par la communauté. Une fois qu'elle est partie à la retraite,
on l'a intronisé en tant que membre de la communauté. Donc, les rapports entre individus et dans le temps, en plus avec l'histoire qui se crée au fil des années, changent et c'est pas facilement perceptible pour nous quand on va sur le terrain. Bah voilà, quelques fragments de semaines sur quelques années. Ouais, il y a vraiment de quoi complexifier le thème de la rencontre. C'est ça, et puis et justement cette complexification, je pense qu'elle permet également de rendre compte de l'agir, non? Et vous savez toutes les deux insister sur l'agir de ces communautés-là, c'est-à-dire c'est pas un schéma en termes de dominant-dominé, mais il y a tout un tas d'appropriations, de réappropriation, de transformation de l'identité ethnique qui se font par la même, qui résultent de la rencontre. Donc et c'est ce que vous disiez, et Marion, c'est véritablement un moment interculturel et pas un moment de choc, non, entre cultures, mais ça va au-delà. Et cela me semble vraiment intéressant. Oui, je pense que la rencontre est même vecteur de redéfinition, de recontemporanéisation. S'il n'y avait pas eu toute cette histoire derrière, les communautés autochtones d'aujourd'hui ne savaient pas ce qu'elles font. C'est ça. Et justement, du coup, bon, moi j'avais peut-être une question qui est en lien avec un élément et on en a parlé, je pense, aussi lorsqu'on a échangé toutes les trois avant ce séminaire, et c'est la question de l'évangélisation et du religieux. Et je pense que justement c'est là où se passent les appropriations, et dans les deux cas, et c'est quelque chose qui est assez pressant dans vos ouvrages. Et il me semble intéressant de revenir maintenant là-dessus, et on partait sur la question de l'assimilation, la réappropriation, sur le croire, et cela, et je pense que cela reprend nos discussions, et nous pouvons également traiter, et je pense, du prisme de genre. Si vous pouvez, Marion, par exemple, nous parler un tout petit peu plus de comment se passe cette rencontre et ces appropriations à travers le féminin, finalement, qui résulte, et l'un des points les plus importants de votre ouvrage. Et puis, Laurent, si vous pouvez nous parler du croire, qui est une des questions que vous savez garder un peu en suspens. Sur la question donc du masculin-féminin, parce que le féminin n'est rien sans le masculin, c'est vraiment un objet de complémentarité, si je puis dire, dans les populations nord-amérindiennes. Il n'y a pas question de hiérarchisation. Après, voilà, moi j'ai ressenti lors de mes expériences de terrain, et c'est quelque chose qui a été confirmé par les ethnographies classiques, que le féminin serait à la fois un agent médiateur, un agent transformateur en fait de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple le plus classique pour illustrer ça, et en plus c'est un exemple ethno-historique, c'est celui de la guerre de capture, en fait, pratiquée essentiellement par les populations iroquoiennes, mais pas seulement, où quand, un peu simplement et schématiquement, quand un enfant ou un jeune guerrier, par exemple, décède, les femmes, les mères ont la possibilité de demander une expédition guerrière pour que soit capturé un autre jeune et que ce jeune vienne remplacer le défunt. Dans ce cas-là, donc en général des matriarches, des femmes d'un certain âge, donc ce sont elles qui vont faire tout le travail à la fois de deuil, mais aussi de réincorporer cet ennemi et de le réincorporer, de lui donner un nouveau nom, de le laver, vraiment de le réintroduire dans la communauté. C'est tout l'objet, comme j'en parlais tout à l'heure, de l'ouvrage de Roland Viau, Enfant du néant et mangeur d'âme. Et donc c'est sur ce schéma-là qui se poursuit en fait d'une certaine façon dans la période contemporaine qu'on peut concevoir la complémentarité des sexes en Amérique du Nord autochtone. C'est-à-dire que le féminin, lui, va pouvoir prendre à l'extérieur, retransformer, refaçonner et remettre sur la scène publique d'une certaine façon la continuité culturelle, si je puis dire. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. On peut continuer, mais je ne voulais pas trop accaparer la parole. Merci Marion. Je ne sais pas, Laurence, si vous voulez ajouter quelque chose, ou on peut également parler de cette question du croire, de l'appropriation, voilà, je ne sais pas.
Si vous savez, pareil, retrouver quelque chose du genre dans vos rencontres avec les communautés aymaras. Alors, si j'essaie de croiser les deux, c'est-à-dire finalement le croire et le genre, ce que j'ai pas fait parce que c'était, en fait, ça s'est pas imposé sur le terrain. Il y a une modalité du croire spécifique, mais là qui est totalement partagée en fait, quel que soit le genre. Donc c'est pas il n'y a pas de différenciation, par exemple, de genre qui interviendrait dans ce domaine-là. Il peut y en avoir dans d'autres, hein, mais si là, voilà, je suis le même fil conducteur, la question du genre n'est pas ici pas pertinente pour la question du croire. Alors, c'est quoi la question du croire? En fait, ce qui est absolument fascinant, c'est justement d'examiner que s'il y a une variabilité des croyances, donc des contenus de croyances, en revanche, il y a quelque chose qui échappe justement à cette variabilité, qui est le verbe, c'est-à-dire le fait de croire. Et en fait, c'est tout ce qui explique, je pense, la résistance et la survivance en fait, de certaines croyances, c'est cette modalité du croire spécifique. Je m'explique. En fait, ils partent du principe... Alors, croire, en fait, donc, c'est un terme, donc, ou creer en espagnol, donc, qui a été amené par les missionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que mes interlocuteurs, en fait, quechua-phones, le conçoivent comme une traduction de yuyay, qui en quechua signifie penser, se souvenir et aussi avoir quelque chose en tête ou faire cas. Voilà, moi, je trouve que la plus bonne, la meilleure traduction, c'est faire cas de. Et alors ça, c'est exceptionnel parce que comme ils ont justement une conception du croire qui est relationnelle, selon eux, en fait, le fait de faire cas d'un esprit, par exemple, ou de Dieu, c'est conçu comme une interpellation. C'est-à-dire que, par exemple, très concrètement, je marche dehors, je fais cas de tel esprit, donc je l'interpelle, parce que ça veut dire que je m'implique dans cette relation, j'en fais cas, j'y pense, voilà, ça occupe mon esprit, je suis préoccupée par ça. Et donc, en fait, cette disposition, quelque part, c'est un croire au sens dispositionnel, eh bien, fait venir l'esprit. Et donc là, il peut se passer une interaction, quelque chose avec cet esprit. En revanche, si on n'en fait pas cas, il ne se passera rien au sens où l'esprit n'interagira pas. Mais néanmoins, ça ne signifie pas qu'il n'existe pas. Donc, en fait, quand ils disent « je n'y crois pas », en fait, ça veut dire, ils ont une conception pragmatique ici, ça veut dire « je n'en fais pas cas », donc là, je ne l'interpelle pas maintenant pour le moment. Mais ça sous-entend absolument pas « je ne crois pas en son existence ». Bien sûr que les esprits existent, bien sûr que Dieu existe, mais là, je n'en fais pas cas. Et donc ça, c'est extraordinaire parce que quand les missionnaires, justement, ont insisté sur le fait il ne faut pas croire en ces esprits diaboliques, etc., ils ont pu tout à fait répondre « ah non, non, en fait, on n'y croit pas », sans que ça sous-entende « on ne croit pas en leur existence ». Mais là, nous n'en faisons pas cas, donc on ne les interpelle pas là pour le moment. Et ça marchait très bien aussi avec les évangéliques, où là, on a un discours évangélique vraiment fondé sur cette interdiction de penser au Satanas, c'est-à-dire à tous les esprits du monde souterrain qui sont diaboliques. Et donc, leur réponse à être effectivement d'activer finalement ce croire ou de ne pas l'activer au sens on les interpelle ou on ne les interpelle pas. Mais ça ne repose pas sur le fait de croire en l'existence ou non d'un esprit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est, juste pour finir, c'est par contre une stratégie un peu différente de ce qu'on observe avec le mouvement de la théologie andine, qui est assez contemporain aussi, et qui là va avoir un discours où ils vont insister ils vont faire en sorte de moduler là les énoncés de croyance, les contenus. Donc ça ne va pas jouer sur le croire, mais véritablement sur les énoncés de croyance en essayant de faire en sorte que la conception de telle divinité ou de tel esprit, elle soit compatible avec le catholicisme. Mais là, en jouant vraiment sur l'énoncé de croyance et non pas sur le croire que soit on l'active, soit on ne l'active pas. Donc là, pour le coup, il y a je dirais presque un choc culturel, ou enfin beaucoup plus fort finalement qu'avec l'évangélisme, à ce niveau-là, hein, sur les conceptions du croire, qui autorise à activer ou ne pas activer. Mm-hmm.
D'accord, super. Bon, moi, c'est ce que vous dites, et je sais que c'est pas la même chose, mais moi, ça me fait penser un tout petit peu à la parole d'origine indigène, autochtone au moins, dans le travail que je fais. Et la parole, non, la parole chez les Wayuu, la parole chez de nombreuses communautés des Amériques, je pense, c'est une parole qui est aussi un acte, non? Et qui est aussi une concrétisation de la pensée en mots et en action. Et du coup, tout ça, bon, je sais pas, et tout ça me fait penser également au fait que la rencontre que vous faites lorsque toutes les deux, du coup, vous avez fait ce terrain, un grand terrain ethnologique, anthropologique. Moi, j'ai fait des rencontres plus ponctuelles hein, avec les Wayuu et avec d'autres communautés autochtones en Colombie. Mais la question que je me pose à chaque fois, c'est comment, finalement, lorsqu'on traite du coup, de ces notions, de ces personnes, de ces paroles, de ces appropriations culturelles, etc. Comment est-ce que nos disciplines à nous sont-elles même amenées à évoluer? Qu'est-ce que travailler en fait avec une population autochtone, avec des populations autochtones, et sans parler sur ces populations-là, mais plutôt parler avec, non? Et je vous dis tout cela parce que du coup, moi, je fais partie d'un projet de recherche en Colombie sur les plantes et la paix, et justement des manières de nommer la paix à partir des rituels et des usages pratiques associés aux plantes. Et donc, nous travaillons en équipe. Hein. Nous sommes une équipe assez grande de 12 personnes avec 4 interlocuteurs de 4 communautés autochtones en Colombie. Et du coup, nous sommes arrivés peu à peu, progressivement, disons, à la conclusion, surtout en étudiant, disons, ces pratiques associées aux plantes et également la parole qui soutient ces pratiques, le lien entre la belle parole, ce que les communautés appellent la belle parole, et les pratiques autour des plantes, que peut-être pour rendre compte du travail qu'on est en train de faire ensemble, il faudrait essayer de nous pencher en fait sur la manière dont nous construisons nos sciences humaines à nous et dans la manière dont nous pensons l'écriture même de nos articles, livres, etc. Et je voulais juste, voilà, une question que je me pose et c'est celle de savoir jusqu'à quel point ces rencontres que vous avez faites ont eu un impact, disons, sur votre manière d'écrire, sur votre manière de produire de la connaissance, si je puis dire. J'espère que j'ai été assez claire. Très vaste sujet. Je ne sais pas, Laurent, si tu as quelque chose pour rebondir là-dessus, parce que c'est toujours le problème de la restitution, en fait, est un problème presque insoluble. Alors, de la recherche collaborative, oui, bien évidemment. Après, il y a toujours éventuellement la question de la barrière de la langue. On rédige en français, pas forcément. Dans mon cas, le français n'est pas toujours lu par mes informateurs. Donc, c'est une question délicate. Laurence, je ne sais pas si... Oui, non, je ne sais pas, c'est insoluble. En fait, moi, je n'ai pas... Enfin, je ne sais pas, c'est une question qui me tarote, je dirais, tout le temps, et je n'ai pas de solution. Travailler, bien sûr, non pas sur, mais avec. Oui, encore une fois, ça dépend avec qui aussi, puisqu'on sait bien que la parole, par exemple, d'un leader ou d'une autorité indienne ne va pas être la même que, par exemple, je sais pas, sa compagne. Enfin, donc là, il y a une vraie pluralité. Et l'écart, il est en tout cas entre le moment du terrain et le recueil des données, puis ensuite le processus, effectivement, c'est pas simplement de diffusion, mais après de construction, effectivement, de restitution d'une argumentation qui, évidemment, est académique et n'a strictement rien à voir avec la logique, en fait, qui, je dirais, vernaculaire, ou par exemple, j'en sais rien. Là, moi, mes recherches actuelles sur les pierres, par exemple, m'amènent à me rendre compte que les pierres constituent des vraies archives, en fait, et des supports historiques et des archives vraiment testimoniales. Il y a certaines pierres, par exemple, qui témoignent en fait des transactions foncières qui sont faites des parcelles, etc. Et il suffit de se remémorer l'emplacement de certaines pierres pour effectivement refaire l'histoire de toutes les transactions foncières. Donc, ce sont des vraies archives. La forme de certaines pierres aussi constitue, par exemple, des supports historiques aussi. Ils le disent, toute l'histoire est là.
Donc, ce n'est pas, par exemple, dans les livres, mais c'est dans la forme des pierres parce qu'elles sont des pétrifications et ces pétrifications, en fait, elles relatent l'histoire, par exemple, dans certains lieux. Alors bon, moi, je peux rendre compte, en fait, du fait qu'il y a des supports historiques différents, du fait qu'il y a des modalités de transmission aussi mémorielles différents, donc qui empruntent d'autres supports. Maintenant, il faudrait que moi-même je puisse emmener ces pierres pour. Enfin, et vous voyez là, la symétrisation à un moment donné, elle est obligée en fait de s'arrêter. Et je dirais c'est pas si grave si en fait, enfin ils en sont aussi totalement conscients, c'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il y a un effort de traduction en fait qui s'opère pour que nous on rende compte, voilà, de cette logique. Et alors ce qui est assez drôle, l'enseignement est assez génial pour ça parce que ça c'est tout à fait, enfin, ils peuvent tout à fait nous imaginer par exemple avec des étudiants, moi ils m'imaginent, alors des fois ils me disent bon ben alors tu vas parler de ça à tes étudiants, alors peut-être tu leur présenteras comme ça, tiens là on va prendre telle photo, et là tu dis, et ils me font le script un peu de comment je vais aller leur dire, et des fois c'est intéressant parce qu'effectivement ça passe par d'autres leviers, enfin, et ça c'est assez génial, voilà. Mais je dirais que c'est sans cesse en fait un questionnement, et après de manière plus générale, pour décoloniser la recherche et l'université, c'est nécessaire. Et moi, c'est une question qui m'obsède en fait de plus en plus. Je trouve que je n'y suis pas assez impliquée et j'essaie, et ça me remet beaucoup en cause en fait. Voilà, ce n'est pas une question facile. C'est ça, mais je pense que déjà, le fait d'avoir cette conscience de la question qui existe, ça permet également d'ouvrir, je pense, le champ des réflexions, en fait, et en dialogue, je pense, justement, avec les personnes que l'on rencontre et qui constituent finalement, et qui nous aident à faire à écrire, à faire de la recherche et qui ont une place importante, du coup, je pense également pour ce travail, non? Bon, je ne sais pas si, et je vous rappelle juste pour l'auditoire que vous avez la possibilité de poser des questions, et en bas et à droite, vous avez questions et réponses et vous pouvez poser des questions. Nous avons déjà quelques questions. Je pense que nous pouvons commencer à répondre à ces questions-là et les questions du public, et sauf si vous voulez rajouter quelque chose d'autre, ou nous pourrons peut-être commencer tout de suite avec les questions. Non, enfin, on peut commencer les questions. Peut-être juste un mot sur la question de la parole. Moi, j'ai quand même une anecdote qui a été, enfin, pour construire la recherche, qui a été un peu compliquée, c'est que du côté autochtone, très rarement, il m'a été possible d'enregistrer la parole autochtone. C'est-à-dire que Laurence, tu parlais tout à l'heure de la prédation de l'ethnologue, mais j'ai eu le problème de la prédation du dictaphone, en fait. Et voilà. Et là, on rentre aussi dans comment restituer une parole qu'en plus, on n'a pas mot à mot, encore un degré de complexité supplémentaire. Comment faire accepter que leur parole ne sera pas dénaturée, ni extrapolée, ni vraiment paraphrasée, et en même temps, sans qu'ils nous laissent la possibilité de noter mot à mot l'interaction en fait, et l'échange. On multiplie les strates de difficulté. Enfin, dans mon cas, j'ai eu une sensation de multiplier les difficultés concernant le retour de la parole. Et puis aussi, il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit, Marion, et je trouve, c'est le fait que cette parole, la parole des autochtones, c'est une parole qui, et contrairement, non, mais vous me corrigez si je me trompe, mais contrairement, disons, à la parole des religieuses, c'est pas une parole individuelle, mais c'est une parole qui veut parler au nom du collectif, et donc ça rend les choses encore plus complexe, et justement, à l'heure d'examiner cette parole et ce qu'elle signifie, voilà, je pense vraiment à cette parole en tant qu'acte et qui actualise, disons, la pensée mythique ou pensée, bon, il y a la cosmologie des communautés, et ça ajoute encore une complexité à l'exercice, non? Oui, tout à fait. Moi, pour arriver à une parole, on va dire, individuelle, à un point de vue personnel, c'était des heures et des heures, voire des jours d'entretien. D'abord, voilà, la personne va parler au nom du collectif. Alors,
au nom de sa famille, déjà retracer son histoire familiale, ce qui peut prendre déjà son lignage, ce qui peut prendre déjà de longues minutes, voire de longues heures, puis parler au nom de la communauté, de la nation. Enfin, il y a tout un dispositif dans la parole autochtone qui est de l'ordre plus du communautaire et du collectif que de la parole individuelle. C'est le cas de la religieuse qui, elle, va parler clairement en son nom et qui même de temps en temps me dit attention, ça, l'enregistre peut-être pas ou le dit pas parce que ça, c'est moi. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment ressenti ce distinguo entre une parole autochtone au nom du collectif qui veut porter un message collectif, voire même une revendication collective, alors qui peut varier en plus d'un individu à l'autre, et une parole religieuse qui est beaucoup plus personnelle, qui est beaucoup plus individuelle. Alors, pardon, si je peux me permettre, faut faire attention à ces clivages quand même individus collectifs. Parce que, par exemple, c'est une des revendications de groupes indigènes, alors notamment au Brésil, pour toutes les questions de propriété intellectuelle. Et notamment qui reproche à l'Occident de sans cesse collectiviser aussi le savoir et qui forcément, dès que c'est un indigène, va dire ah ben ça c'est un collectif, c'est de l'ordre du groupe et où donc il y a une impossibilité même en fait d'avoir des brevets ou la reconnaissance même d'une propriété intellectuelle sous couvert que ça serait de l'ordre d'un groupe ou d'une ethnie, alors qu'en Occident là par contre c'est la propriété d'une personne. Et ils s'insurgent contre ça parce que bien évidemment il y a par exemple des connaissances pharmaceutiques, des expériences en fait qui sont réalisées aussi par des individus, même si elles sont mises au service à un moment donné d'un collectif, il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi des savoirs singuliers, particuliers et individuels. Et le fait de forcément cantonner l'individu à un seul représentant collectif est aussi une forme d'annihilation qui peut être vécue comme coloniale, en fait. Et Oui. Donc, c'est juste pour attention à ces clivages. Forcément, dès que c'est des autochtones, c'est collectif. Non, enfin, voilà, avec prudence. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laura. Pardon. Laura, je dirais que voilà, moi, en général, le discours se construisait comme ça. On part du collectif pour aller vers l'individuel. Voilà, c'était vraiment dans ce sens-là. Voilà, on part d'un tout et ensuite, on va vers l'individuel. Et là, effectivement, ça demande du temps et de la confiance. Voilà. Et ce que vous dites, Laurence, moi, ça me fait vraiment penser à mon sujet d'étude. Du coup, pour le coup, la littérature autochtone, la littérature des Wayuu, très souvent, on la considère comme une littérature qui doit parler voilà, du collectif, de l'ancestralité, qui a uniquement un sens dans un territoire spécifique et fermé, et qui doit nous faire vivre un peu cette image d'une personne issue d'une communauté un peu essentialisée, finalement, alors qu'il y a énormément d'écrivaines, surtout femmes Wayuu, qui se revendiquent comme autrices à part entière, c'est-à-dire, et elles font de la littérature qui n'est pas autochtone, qui est autochtone, d'accord, et qui prend ses sources dans les origines, mais qui, elle, est une littérature latino-américaine et qui a une vocation à intéresser le monde entier. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord. Bon, je pense que nous pouvons peut-être passer aux questions. Il y a quelques questions, et je pense qui ont été posées par le public. Donc, je vais commencer par une question qui est adressée à Laurence Charlier. C'est une question d'Yvonne et Choukit, et la question est la suivante. Que pensez-vous de traduire votre livre en quechua pour que les membres de la communauté puissent prendre connaissance de vos travaux? Alors, déjà, faudrait déjà que je le traduise en espagnol, ce qui n'est toujours pas fait. C'est pas que je n'en ai pas la volonté, mais c'est toujours des questions de budget. Enfin, il faut trouver les fonds pour les traductions. Et alors, en quechua, non, bien, enfin, je sais pas. Parce que qui lit le quechua, en fait? Très honnêtement, par exemple, dans la communauté où moi j'ai mené mes recherches, personne, quasiment. Donc, c'est déjà une certaine catégorie qui va lire le quechua, lire un livre, mais qui sont peut-être dans les villes ou qui ont fait des études, certainement pas, en tout cas, les gens sur mon terrain. Donc, de toute manière, l'écart, il est là. Et moi, quand je leur ai ramené, bien sûr, j'ai fait une restitution, j'ai ramené le livre. Alors, bon,
mais il était en français, mais il aurait été en espagnol ou en quechua, ça aurait été exactement la même chose. Ils ont dit, ah, super, et puis voilà, ils l'ont mis dans une malle comme un peu un objet précieux, en fait, mais qu'apportait le contenu. Donc, il y a plusieurs échelles, en fait. Donc, bien sûr, en quechua, pour valoriser, en fait, et montrer que le quechua est la langue de la modernité, c'est la langue du milieu académique, et justement, faire en sorte de contribuer, en fait, à montrer que c'est une langue de la modernité, évidemment. Mais voilà, si c'est par contre dans un souci pour que les gens sur le terrain bénéficient en fait de ces travaux, là je pense que c'est un leurre en fait. Parce que très concrètement, ils ne lisent pas le quechua. Quand ils lisent, ceux qui savent lire, alors maintenant il y en a de plus en plus, ça sera en espagnol, mais en quechua, ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Super, merci Laurence. Alors, il y a une autre question qui vous est adressée également, Laurence, et de la part de Paul-Henri Giraud. Et donc, il dit « Se fermer et contrôler ses pensées ». Pouvez-vous préciser ce que cela signifie pour ces populations et nous donner quelques exemples? Oui, tout à fait. Pour fermer son corps, il y a plusieurs réponses qui peuvent être données. Des réponses, par exemple, vestimentaires. Tout simplement, ce n'est pas si simple, mais les habits ont cette fonction-là de contrôler en fait, les ouvertures de ces orifices, et du moins de ne pas les exposer, en fait. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les femmes mettent une multitude aussi de jupons et quand elles s'assoient, du coup, prennent garde de mettre toujours un pan de jupon entre les jambes, voilà, pour bien fermer leur corps. Parce que, par exemple, ne serait-ce que quand elles cuisinent, elles vont considérer, par exemple, que, je ne sais pas, la fumée ou le piment peut aussi s'incorporer dans leur corps et comme ça peut être une manifestation de tel esprit, dévorer leur âme à l'intérieur. C'est aussi un exemple que j'aime bien donner parce que je trouve qu'il est assez illustratif. Traditionnellement, dans le vêtement, il n'y avait pas surtout quand j'ai commencé mon terrain, la culotte n'existait pas. Elle est apparue dans les années 2000-2001, donc sur les marchés au départ, arrivant par bateau de la Chine, culotte. Et là, engouement pour la culotte, mais succès fabuleux de la culotte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont nommé en quechua tapa. Et tapa, c'est le même mot qui désigne les couvercles ou les bouchons des bouteilles. Donc voilà, c'est hyper explicite. La culotte vraiment ferme le corps et donc est un outil génial en fait de prophylactique, quoi, vraiment pour se protéger. Alors après, il y a des comportements aussi. Alors par exemple, éviter aussi de dormir dehors parce qu'en fait, quand on dort, cet état modifié de conscience fait qu'on ne contrôle pas aussi ses ouvertures. Donc c'est toujours extrêmement dangereux. Ou alors, on va bien s'entourer de couverture quand on dort et qu'on doit dormir, par exemple, dehors ou dans un bus. Donc, s'entourer de couverture ou mettre un oreiller. Ou alors aussi dormir à plusieurs, c'est-à-dire le groupe. Alors, ça peut être un groupe de personnes, mais aussi les troupeaux des animaux qui vont littéralement fermer le corps du berger, par exemple, prolonger son corps et le fermer en l'entourant. Et de la même manière, un groupe de personnes. Donc voilà, ce sont des exemples. Et puis ensuite, pour la pensée, alors là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a effectivement un encouragement à l'anti-pensée, donc le fait vraiment de ne pas faire cas, de ne pas penser, et avec des techniques d'anti-pensée. Notamment de faire de la musique, par exemple. Donc ça, c'est encouragé parce que ça permet de ne pas penser. Mais sinon aussi de marcher en groupe et d'être en fait dans des interactions sociales. Parce que penser, c'est vraiment pour eux synonyme d'introspection. En fait, tous ces moments où on marche et puis on ressasse comme ça. C'est ça un faire cas. On prend une idée puis on la ressasse, on la ressasse, on la ressasse. Et en fait, dès lors qu'on est avec des gens, eh bien, ça nous oblige, en fait, ça nous extrait, ça nous oblige à quitter ce mode un peu introversif et du coup, être dans des interactions sociales et pas être, voilà. Donc ça, c'est un moyen c'est une technique d'anti-pensée, par exemple. Voilà.
Super, merci Laurence. Et donc pour Marion Robineau, il y a une question de Paul-Henri Giraud également. Et quel est le titre du livre de Roland Viaud que vous avez mentionné? C'est Enfant du néant et mangeur d'âme. Ça, c'est le titre principal. Enfant du néant et mangeur d'âme. Et il peut y avoir un sous-titre La guerre de capture en Iroquoisie ancienne. Quelque chose comme ça. Aux éditions Boréal à Montréal. Super. Et Marion, moi j'ai trouvé également quelque chose de très intéressant. On a peut-être un tout petit peu le temps de parler ici et peut-être plus sur les disciplines du coup que vous avez choisi pour approcher votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus autour de cette conjonction qu'il y a eu, disons, entre l'histoire, donc les sources historiques écrites, et puis l'anthropologie, l'ethnologie? Oui, moi c'est vrai que j'ai commencé donc à la fac à Poitiers en histoire et puis en arrivant à la HESS du coup en anthropologie sociale et ethnologie, je crois selon l'intitulé global de la mention. Le doctorat est sous la mention pareil anthropologie sociale et ethnologie, mais en fait moi j'ai toujours travaillé autant avec les archives qu'avec avec les témoignages et les données de terrain. Donc c'est vrai que je n'ai jamais réussi vraiment moi-même à me catégoriser en tant qu'anthropologue ou historienne, peut-être certainement encore moins, j'ai envie de dire. Et le croisement des sources s'est fait vraiment naturellement, puisque quand on aborde, alors, si je prends le côté missionnaire, les archives sont indispensables. D'ailleurs, on accède généralement aux archives avant d'accéder aux témoignages, en l'occurrence des religieuses. Et du côté nord-amérindien, j'ai d'abord eu accès aux ethnographies classiques, en fait, à travers mes lectures préparatoires. Et donc, de fil en aiguille, que ce soit les ethnographies classiques que j'ai après prolongées dans les archives, en l'occurrence à Calgary ou à Edmonton, où là, j'avais des carnets de terrain de petits ethnographes non reconnus qui n'ont pas fait carrière ou des choses comme ça. Ça s'est nourri naturellement au fur et à mesure. Et l'un n'a jamais été sans l'autre dans ma pratique. Et puis, comme je disais, c'est vraiment une question de croiser, de contextualiser. Je ne sais pas si contextualiser est vraiment le terme approprié, mais en tout cas de complexifier au maximum la parole. Donc, voilà, d'une certaine nature à aller vers l'archive du côté des religieuses, de l'autre côté, il fallait aussi que de l'ethnographie classique, je bascule aussi dans ces archives où on pouvait retrouver des données d'ethnographie classique non publiées cette fois-ci et encore en apprendre un peu plus sur ces populations. En plus, là où j'étais en Alberta, je suis vraiment à la croisée de deux aires culturelles, le subarctique et les prairies. Et il y a tout ce jeu d'aires culturelles qui entre en cause et que les ethnographies, les données ethnographiques à l'intérieur des archives, donc celles qui sont non publiées, m'ont permis aussi de peaufiner et de me rendre compte que ces aires sont totalement perméables et construites a posteriori par l'anthropologie. Donc voilà, j'ai toujours navigué en fait entre les disciplines, navigué entre deux eaux. Super, c'est super intéressant. Alors, nous avons une question de Louis Augendre pour toutes les deux, pour Laurence et Marion. Et donc, vous avez parlé du besoin de publier vos travaux, de les s'ouvrir. Est-ce que ce processus de publication de vos recherches a un impact sur vos recherches actuelles? Avez-vous élargi vos terrains et travaux à la suite de ce processus? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je peux me lancer. Je ne sais pas si c'est vraiment l'ouvrage en tant que tel qui a été le déclenchement de la suite, mais peut-être certainement parce que, comme j'en ai parlé dans ce que je vous ai présenté, il y a toutes les questions des écoles résidentielles qui étaient vraiment latentes en permanence dans le terrain, qui se retrouvent aussi dans l'ouvrage, forcément. Et c'était pas l'objet central. Justement, j'arrivais sur le terrain en me disant, bon, il faut que j'arrive à dépasser ce thème qui est omniprésent. J'étais en 2012, donc c'était au moment où la commission la commission de guérison et de réconciliation était en train de travailler et de rendre ses conclusions, donc justement relatifs à cette thématique des écoles résidentielles. Donc c'était un sujet qui était vraiment brûlant à ce moment-là. Et donc, il fallait que je le contourne. Il n'a finalement pas été possible, mais je n'ai réussi à ne pas en faire l'objet central de l'ouvrage.
Mais par contre, avec ces terrains et avec l'ouvrage, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait faire quelque chose quand même sur ces écoles résidentielles. Ce n'est pas possible de passer à côté de ce thème aussi brûlant qu'il est dans l'actualité. Et donc aujourd'hui, j'ai proposé j'avance sur un projet de recherche postdoctoral donc avec le LABEX Aztec sur la transmission des savoirs par les religieuses dans ces établissements scolaires. Donc, oui, c'est pareil, d'avoir coupé en quelque sorte dans le cœur, voilà, dans le vif, par l'ouvrage, ça a permis qu'à côté, on soit obligé d'avancer aussi sur ces thématiques qui ne sont pas présentes, en tout cas moins présentes dans l'ouvrage et dans la recherche de thèse. Avant de répondre à la question, je voulais juste ajouter aussi un petit détail par rapport à la question précédente. Pardon, j'ai oublié de mentionner en fait le plus évident pour fermer son corps, qui est de manger. En fait, les recommandations, c'est de manger d'ailleurs, de se servir toujours 2 plats, 2 assiettes en fait, parce que de manger littéralement en fait comble le vide qu'il y a entre justement la bouche et le ventre où se situe l'âme en fait. Donc ça littéralement ça obstrue en fait un conduit et donc ça empêche tout prédateur de rentrer. Donc c'est vraiment l'inverse de Hansel et Gretel, c'est-à-dire c'est vraiment manger pour justement ne pas être mangé, quoi. Voilà. Donc je voulais mentionner ça. Et je sais, pour moi, le livre, je crois déjà, c'est que ça donne ça donne une place, presque une légitimité dans la communauté des chercheurs. Enfin, voilà, on a publié le livre et je dirais c'est ça après qui fait qu'on nous propose de participer à des projets de recherche et qu'après, voilà, la carrière aussi, en fait, continue, avance. Voilà, la publication en elle-même du livre, elle n'a pas, pour moi, elle ne m'a pas amené à modifier elle n'a pas conditionné en fait mes recherches ultérieures. Voilà, comme je l'ai expliqué, si dans le livre, là, j'ai beaucoup travaillé finalement, en travaillant sur l'infortune, sur les rapports aussi entre les humains et les non-humains, sur mon terrain du monde souterrain, je me suis plus spécifiquement, maintenant, je travaille plus spécifiquement sur une catégorie d'êtres du monde souterrain particulier qui sont les pierres. Puisque les pierres sont rattachées en fait au monde souterrain. Tous les êtres minéraux, les montagnes comme les rochers, les pierres viennent du monde souterrain. Donc maintenant, je travaille plus précisément sur cette relation-là, ce qui m'amène à travailler sur des relations des conceptions du temps et de l'espace. Et si je vais rajouter quelque chose, c'est que peut-être c'est en prenant un peu de distance, en étant moins jeune chercheur, je me considère plus comme une jeune chercheuse, on gagne peut-être je sais pas, peut-être en humilité, on est moins obstiné. Et je sais qu'au début, pour ma recherche, en tout cas en doctorat, je m'obstinais aussi délibérément à ne pas travailler sur les rituels parce que je me disais, voilà, c'est ça qui suscite l'attention des anthropologues et notamment, je l'ai mentionné, pour travailler sur l'infortune, on va se focaliser sur les rituels et tout. Et moi, je veux travailler sur l'ordinaire, sur ces moments triviaux, un peu abandonnés, plus intimes. Bon. Et donc, le corollaire est quelque part le biais, c'est que j'ai aussi évacué toute la vie rituelle qui, pourtant, est importante, en fait. Et que maintenant, finalement, j'en viens à travailler à des choses très, très, très classiques qui sont voilà, le rituel, le rapport à l'espace, le rapport au temps, que j'avais mis de côté voilà, pendant ma thèse et dans mon livre. Donc, une fois que cette mise à l'écart a bien été officialisée, objectivée dans le livre, bon, maintenant, je me dis, bon, il faut que je comble ce défaut et bien sûr que c'est aussi intéressant et qu'il faut le prendre au sérieux aussi et que ça mérite tout son intérêt. Donc, voilà. Super. Bon, moi, je trouve que ces échanges sont vraiment très intéressantes et inspiratrices pour moi je suis en fin de thèse, en train de finir l'écriture de la thèse. Du coup, ça me permet également d'imaginer un après. Je trouve que ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous entendre et j'ai trouvé notre échange vraiment, vraiment très, très bien. Et je pense que nous n'avons plus de questions et donc... je ne sais pas si je vous rappelle que vous savez donc les questions et réponses en bas à droite, si vous voulez poser une question supplémentaire. Et sinon, je pense que je vais passer la parole aux organisateurs du séminaire
Et merci encore, du coup, Laurence et Marion, d'être présentes aujourd'hui ici. Merci, merci Laura. Merci à vous. Merci à vous, Laura, et pour cette coordination qui était vraiment d'une très, très, très grande qualité. Moi, j'étais très intéressée par ces réflexions sur les parties de la rencontre. On est allé vers la comparaison, la circulation, le transaméricain, toute cette belle réflexion sur la spécificité aussi des Amériques. Et j'ai peut-être retenu deux idées qui étaient importantes. Cette question du terrain que vous avez abordée de manière différente et qui est évidemment fondamentale quand on travaille en sciences sociales, avec tous les enjeux et les défis que ça nous pose dans les conditions actuelles de la pandémie, évidemment. La question des langues aussi, j'ai trouvé très intéressant ces échanges sur le quechua, pas le quechua, l'espagnol, voilà. En quoi la langue est importante dans ces processus, mais aussi dans la circulation des idées. Une autre question, mais je pense qui pourrait être l'objet d'un séminaire ultérieur, c'est évidemment la question de notre regard d'Européens décentré. Qu'est-ce qu'il apporte quand on est finalement extérieur à ce terrain? On n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes représentations, donc qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que chercheur extérieur au terrain et doublement extérieur parce qu'en plus, évidemment, nous ne sommes pas issus de ces communautés. Et donc, cette question fondamentale, et c'est, j'allais dire, une porte ouverte vers l'avenir, qui est la question de la transmission. C'est-à-dire, une fois qu'on a travaillé, qu'on a produit de la réflexion, qu'on a soutenu une thèse, il y a ce premier élément de transmission qui est la traduction en livre, et vous avez bien montré toutes les deux, et puis bientôt Laura qui va être dans cette situation, combien c'est à la fois un exercice intellectuel difficile de passer d'une thèse à un ouvrage qui soit à la fois scientifique et accessible à un public de non-spécialistes. Donc j'en profite pour vous signaler ou vous rappeler que dans le cas de notre congrès qui va nous réunir à la fin du mois de septembre, on aura une dimension de valorisation de cette jeune recherche, à la fois par la collection des Amériques, mais aussi par toute une série d'autres actions. Donc, j'invite celles et ceux qui sont intéressés à suivre, notamment par les réseaux sociaux, toute la communication autour du programme du congrès, excusez-moi. Et je pense que vous allez avoir des fils qui vont se poursuivre dans cette direction. Donc la transmission, c'est, me semble-t-il, un élément extrêmement important. Et on sait bien tous et toutes l'énorme difficulté de passer de la thèse à quelque chose qui soit beaucoup plus compact sans perdre sa complexité. Je vous rappelle que sur le site de l'IDEA, vous avez accès aussi à des enregistrements dans le principe de ma thèse en 180 secondes, qui vont vous permettre de découvrir des travaux de jeunes chercheurs et je l'espère vous donner envie d'en savoir plus en lisant leurs ouvrages et leurs articles. Alors je vais donner la parole à mes deux compères dans cette aventure intellectuelle, Roland Béard et Paul-Henri Giraud. Voilà, l'un des deux commence comme vous le souhaitez. Vous l'avez compris, c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup Hélène, je vais bien reprendre le relais pour remercier beaucoup nos trois intervenantes d'aujourd'hui en incluant la modératrice qui a vraiment joué le jeu du dialogue et de la comparaison et c'est vraiment le signe que cette séance a bien fonctionné. J'ai été fasciné par la nécessité de se fermer et de contrôler ces pensées qui évidemment évoquent pour nous occidentaux toute une tradition ascétique chrétienne et aussi par la solution miracle qui était celle de manger, qui ne va pas forcément dans le sens de l'ascétisme, mais qui en fait m'a beaucoup consolé pour ma propre gouverne. Voilà. Et également, j'ai retenu la formule employée par Marion de la prédation du dictaphone, parce que c'est quelque chose qui s'est présenté à moi quand je faisais
faisais ma thèse, quand j'étais il y a très longtemps un jeune chercheur, j'avais eu le privilège de rencontrer une première fois Octavio Paz à Paris, qui était mon sujet de thèse, et j'étais venu avec mon enregistreur et timidement, je lui ai demandé si je pouvais l'enregistrer. Il avait déjà eu le prix Nobel quelques années avant, et il m'a dit non. Très franchement, il m'a dit parce que ensuite c'est publié. Alors, et en fait, évidemment, j'étais horriblement frustré de ne pas pouvoir avoir sa parole et pouvoir la publier un jour. Mais en même temps, ça a vraiment donné dans ce dialogue une liberté d'échange qui était finalement ce qui faisait le prix de cet échange. Et je crois que pour beaucoup de littéraires qui avons ou travaillons sur des auteurs vivants, c'est toujours un dilemme. Cet enregistrement, et il faut garder à l'esprit que l'absence d'enregistrement donne aussi une valeur absolument unique au moment qui peut être vécu. Voilà, donc ça ne rentre pas dans notre ethos très actuel où tout est enregistré, capté, filmé et immédiatement retransmis, mais voilà, cette valeur unique de la parole finalement restée privée est aussi intéressante et fait réfléchir sur le processus de l'entretien que nous partageons beaucoup de chercheurs. Alors, je voudrais remercier aussi nos invisibles qui sont derrière ces écrans, toute l'équipe de l'IDEA qui travaille tous les mois pour cet exercice de notre séminaire, ce qui est un excellent entraînement pour le congrès et toutes sortes de webinaires que l'IDEA organise par ailleurs. Donc, remercier Maëlys Labarthe qui nous a aidés à avancer dans cette programmation pendant de nombreux mois. Luis Miguel Camargo, dont c'est aujourd'hui la dernière séance en tant qu'employé de l'IDEA, puisqu'il va bientôt soutenir sa thèse et passer à d'autres emplois, nous le lui souhaitons bien sûr, mais il reste en lien avec nous pour nous aider sur beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup Luis Miguel. Merci aussi à Louis Augendre qui a pris le relais de Luis Miguel, et le tuilage s'est bien fait sur le poste partenariat, et donc Louis va aussi nous aider pour le séminaire et pour le congrès. Puisqu'il a été question du congrès 22, 23, 24 septembre, je voudrais dire que le principe même de ce congrès, à la fois les plénières, les tables rondes, les ateliers, les expositions, toutes nos actions du congrès sont transaméricaines. Donc, en fait, ce séminaire va connaître son acmé dans le congrès à venir et je vous invite évidemment à y assister. Et j'en ai fini pour ma part et je cède la parole à mon camarade et complice Roland Béat. Bien, merci beaucoup Paul-Henri, merci Hélène et merci aux organisatrices de la séance d'aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de vous entendre parce que j'ai trouvé qu'on a observé de manière absolument exemplaire le fait que la recherche, c'est aussi une question d'éthique du chercheur dans son rapport à l'objet qu'il analyse, sur lequel il porte un regard et par rapport auquel il doit également se situer. Et dans cette mesure, ça peut particulièrement bien se manifester dans des objets où il faut définir une relation humaine actuelle, mais c'est un problème qui se pose en réalité de manière beaucoup plus générale, et même pour des objets du passé, bien plus lointain aussi. Il y a toujours la question la place du chercheur par rapport à son objet d'étude. Donc, merci beaucoup. Merci aux organisatrices de la soirée d'aujourd'hui. Merci pour cette merveilleuse année de séminaire qui, encore une fois, a fait travailler ensemble l'IDEA et l'ENS. Et je ne prolongerai pas plus. J'annoncerai simplement que l'année prochaine, nous allons reprendre les activités les activités du séminaire avec
un rendez-vous qui est déjà pris le 5 octobre avec une conférence de Robin Lefebvre, conférence qui était prévue l'année dernière et qui a dû être annulée pour les raisons que nous savons, qui portera donc sur Borges et les États-Unis, question transaméricaine s'il en est. Donc, je vous invite tous à nous y retrouver. Nous espérons en présentiel dans les locaux de l'ENS. Et merci à tous, simplement.